consacré au rapport entre syndic et droit. C'est le thème qu'on lui a donné, mais les interventions sont plus larges que ça. Trois orateurs que je vous présente très rapidement. Jacques Lenoble qui est ici, Antoine Garapon qui est là et Benoît Friedman qui est là. Alors je signale à tous les trois que vous feriez quand même bien de mettre à jour votre CV sur Internet pour vous présenter sur base de choses. Alors peut-être Benoît c'est peut-être plus à jour, mais quand même j'ai du mal à le trouver. On compte sur tous tes collaborateurs de ton CV, on ne trouve pas. Bref, là il y a un petit effort à faire quand même. Hein. Alors je vais le faire avec ceux que je connais de chacun d'entre vous. Et pour tous les trois, il y aura à chaque fois une petite anecdote. J'ai réfléchi, il y a des choses qui me sont revenues en tête. Voilà. Alors, je commence par Jacques, qui sera le premier intervenant. Donc, Jacques Lenoble, ici, est professeur émérite de l'UCL, fondateur et directeur du centre de philosophie et droit de l'UCL. Je ne sais pas si c'est toujours... Exilé. Il est exilé, c'est ça que... Je suis un exilé perpétuel. Et donc, c'est une carrière impressionnante dans le champ de la théorie du droit, de la philosophie du droit, de la philosophie politique, avec des publications, c'est plus long que le bras, que mon bras en tant que tel. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses en français, en anglais. Donc, c'est une carrière tout à fait impressionnante. Un intérêt marqué pour la psychanalyse, et il aura l'occasion d'y revenir ce matin. Et je le signale parce que c'est pas si fréquent et qu'il y a là un fil. Alors, j'y suis moi extrêmement sensible parce que c'est une des choses que je partage avec Jacques. Il y a là un type de questionnement qui continue à tenir et qui me paraît d'autant plus important aujourd'hui dans le contexte sociopolitique que nous connaissons. Alors, il est par ailleurs le co-auteur avec François d'une thèse à 4 mains, c'est à l'attention des étudiants. C'était quand même quelque chose d'assez révolutionnaire à l'époque, faire une thèse de doctorat à deux. Et donc, ils ont construit cette thèse et le livre qui en est issu, Droit, mythe et raison, et c'est là-dessus que Jacques va revenir. Qui est un livre qui a fait date à l'époque, je crois que c'était en 1978 ou 80 que le livre a publié, et à l'époque ça a été une sorte de pavé dans la mare dans l'histoire de la philosophie du droit francophone, avec quand même une remise en question, un questionnement de toute une série de présupposés qui étaient considérés comme évidents sur le fonctionnement du droit. Et là, hop, un questionnement quand même très important, articulation du droit avec le mythe, la raison, l'idée de la mythologie juridique. Ben oui, dans mythologie, vous avez mythos, logos, et tout un travail d'analyse de la manière dont se sont noués ces rapports entre rationalité, mythe, et ça reste des choses extrêmement pertinentes aujourd'hui. Alors, pour moi, Jacques Lenoble, c'est une rencontre en 3e licence en droit. Toi, tu ne t'en souviens pas parce que tu es prof et que tu en as vu passer plein. Moi, j'étais étudiant, c'est toujours comme ça. Les étudiants se souviennent parfois de la rencontre. Séminaire de théorie du droit. Après, ce qui, il faut bien le dire, à Louvain, à l'époque, était un peu de 3 années de désert. Dans les arcanes du droit administratif, du droit commercial, on avait des profs, je pense que vous ne connaissez plus ça, mais on avait des profs qui lisaient le syllabus, et on se demandait qui de nous allait s'endormir les premiers. Et là, il y a eu quand même un peu un réveil qui était intéressant. Et puis l'autre réveil, ça c'est le souvenir d'un examen avec toi. Je pense que tu étais titulaire à l'époque du cours de succession, ou à la place de Léon Rossan, déjà. Alors ça, les successions, on sentait tout de suite que ça le passionnait complètement. Et donc, je me suis retrouvé à l'examen avec Jacques, je me souviens très bien de cet examen, où, manifestement, on était tous les deux aussi passionnés l'un que l'autre par l'objet de l'examen. Et donc, j'avais en face de moi quelqu'un qui était extrêmement poli, bienveillant, qui écoutait, mais qui était quand même là, avec un intérêt relativement modéré pour ce que je racontais. Et puis à un moment, je sais pas pourquoi, je me souviens de ce moment, il y a un truc qui me sort, j'ai au fond, par les propriétés de ça,
oui, de toute façon, la propriété privée, c'est une invention bourgeoise. Et là, j'ai vu un œil qui a commencé à se relever un peu. Et puis, j'ai dit, oui, il faut que ça repose sur un vol. J'avais lu un peu Rousseau avant tout ça. Bon, je savais que vous avez la philosophie du droit, on dit ça peut toujours, c'est pour vous, il y a des petits trucs stratégiques comme ça qu'il faut utiliser, c'est machin. Alors là, il y a l'autre œil qui s'est relevé, et puis on a commencé à discuter. Et puis, je pense que tu m'avais foutu 15, et tu m'as dit, fais l'examen. Bon, pour ce qui est des donations, c'est pas terrible. Effectivement, c'était franchement pas terrible, mais il y a quand même quelques idées. Et donc voilà, c'est passé comme ça. Alors Antoine Garapon. Antoine Garapon, c'est un parcours multiple et varié, ancien magistrat, sauf erreur, de la jeunesse. Tout à fait. C'est par là que tu as commencé. Secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice en France. Et par ailleurs, producteur d'une émission sur France Culture. C'est toujours la discussion. C'est matière à penser. Voilà, matière à penser. En simplicité. Voilà, donc c'est devenu matière à penser. Je vous la recommande. Je ne sais pas c'est quelle. C'est une semaine par mois maintenant. Une semaine par mois. De 22h15 à 23h. Voilà, de 22h15 à 23h le jour. C'est une semaine, tous les soirs. Ah, tous les soirs. Donc voilà, 22h15, c'est l'heure où les choses un peu sérieuses commencent et où vous avez du temps par ailleurs. Avant, on sait bien que vous êtes complètement bloqué. La preuve, on ne voit jamais au cours, mais on sait bien que vous avez plein de choses à faire. Donc, Antoine Garapon, c'est aussi de très nombreux ouvrages sur toujours la question du droit et de la justice, avec peut-être un point commun pour moi avec François, c'est une très grande capacité à sentir l'air du temps, à sentir les problématiques qui montent. Des enjeux qui émergent et qui vont être travaillés. Et donc j'en prends pour exemple le dernier ouvrage que tu viens de publier avec la SEG, qui s'appelle Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique. Alors la justice digitale, ben, de fait, on y est, c'est aussi la question des algorithmes, des nouveaux modes de gouvernance à travers les chiffres, à travers ces instruments techniques, et de fait, peut-être bien qu'il y a une rupture anthropologique, une autre manière de concevoir le sujet derrière ces instruments. Donc j'ai toujours été frappé, il y a une question qui émerge, et puis paf, on voit arriver un bouquin ou un article d'Antoine Garapon sur les questions qu'on commence à travailler. Alors c'est aussi un compagnonnage ancien depuis de longues années, avec François, avec moi, avec d'autres, donc il y a une longue tradition de collaboration. Alors la petite anecdote, c'est ton émission, où je me souviens d'un jour où tu m'as très gentiment invité à une émission sur l'avenir de la criminologie en France, sur France Culture, en débat avec un psychologue français. Alors on parlait de paradigme, de querelle de paradigme hier, c'est un psychologue, mais c'est un psychologue qui manifestement n'était pas sur le même type de paradigme que le mien, donc c'était pas un psychanalyste. Et avant l'émission, on a des échanges tout à fait courtois, et c'est très intéressant, et on va aller manger ensemble après, mais oui, très volontiers, etc. Puis on fait l'émission. L'émission est un peu musclée. Alors, parfois, tu commençais à être un peu inquiet, le ton montait un peu, puis tu mettais de l'eau sur le feu de temps en temps, j'ai quand même tenu à ça. Et puis après l'émission, j'ai proposé d'aller manger, mais j'ai été manger tout seul. Ça s'est passé. Alors, le dernier, Benoît Friedman. Benoît Friedman, professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles, directeur pendant de très longues années, et puis maintenant président. Plus président, ben oui, je vous dis, les CV sont pas à jour, du centre Perelman, le centre de philosophie du droit de l'ULB. Une activité scientifique tout à fait impressionnante aussi en termes de direction de recherche, de publication, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Compagnonnage de longue date aussi, avec le séminaire interdisciplinaire d'études juridiques. Il a participé très très régulièrement aux travaux du séminaire, donc il y a une tradition de collaboration vraiment importante, et ça c'est la face A, c'est le Benoît Friedman, intelligent, sympathique, plein de qualités, etc. Et puis il y a la face B. Et la face B, c'est que pendant 15 ans, on a été voisins. Voisins, mais vraiment voisins, dans la même rue. Dans la même rue, j'habitais
j'étais en face, etc. Et alors, il y avait une sorte de tic qui m'a toujours énervé, j'en profite pour le dire. Ce type me piquait, mais presque à chaque coup, ma place de parking. Alors on habitait Scarbeck, il y a beaucoup de monde Scarbeck, beaucoup de voitures, les discours du CRE sur l'écologie, le développement durable, les énergies douces, tout ça ne colle pas du tout Scarbeck. Et donc régulièrement il me l'appliquait et le soir il m'arrivait de rentrer, je le voyais, il attendait. Hein, et puis quand j'arrivais, on disait hop, ici, faut filer. Donc voilà, alors il a fini par déménager, et franchement t'as bien fait parce que ça avait mal tourné. Bon voilà, 3 orateurs, et ben je propose que vous vous installiez peut-être sur les chaises ou ben, vous restez comme vous voulez, je vous en mets égal. Et Jacques, à toi le micro. Mon Dieu, que c'est agréable d'être introduit par quelqu'un comme Yves. Et en tout cas, ça prouve que je suis un très mauvais enseignant, parce que au lieu de 15, j'aurais dû lui mettre 19. Manifestement, il a des qualités encore beaucoup plus grandes que celles que je lui avais reconnues à l'époque. Je me suis longtemps interrogé savoir ce que j'allais pouvoir dire pendant quelques minutes pour rendre hommage à François. D'abord, pour dire que c'est un vrai moment d'amitié et de joie d'avoir fait cette thèse. C'est rare de faire une thèse qui produit de la joie et du plaisir. Mais c'était un vrai moment de partage intellectuel. Et pouvoir travailler avec François, ça a été vraiment une grande source de réjouissance. Et puis je me suis dit, il y a peut-être une manière suggestive d'introduire la chose. Puisqu'on parle d'anecdote, je vais en raconter une sans donner de nom. Au moment où nous avons défendu notre thèse, après avoir fait la présentation, il y a un membre, enfin le jury se retire pour aller soi-disant délibérer, et il y a un membre du jury qui au moins avait eu l'idée de saisir un instrument conceptuel que nous mobilisions, qui était le Alsop, le comme si de Kant, et qui nous a dit, on va faire comme si on avait compris. Et je me suis dit, au fond, si ce n'était que du Lenoble, on peut comprendre, il a l'habitude de rendre des textes opaques, mais avec les qualités que vous connaissez chez François, ce n'est certainement pas la compréhensibilité du contenu du texte. Et je trouve que cette remarque nous permet effectivement de bien comprendre, je crois, ce qu'a été notre démarche, et ce qu'elle est restée en partie. Si ce texte a été, pour les juristes de la faculté, difficilement compréhensible, c'est parce que le type de question qu'on a posé est extrêmement différent de ce que on appelait d'ailleurs, je crois, dans la thèse, si mes souvenirs sont bons, la philosophie spontanée des juristes, c'est-à-dire quelque chose qui est une forme de précompréhension non interrogée par l'ensemble des juristes, qui fait que le droit est considéré comme un fait existant. Et si vous considérez que le droit est un fait existant, le type de question qu'éventuellement on peut reconnaître aux théoriciens du droit, c'est de dire au fond comment est-ce que ça fonctionne. Soit dans la version classique, du type très dogmatique, soit dans une version herméneutique. Tout le monde connaît maintenant un tout petit peu Dworkin. Mais en définitive, derrière Dworkin, il y a une école beaucoup plus importante aux États-Unis qui est de Legal Process, de Nathan Sachs, qui a émergé dans les années 50. Et qui aujourd'hui fait florès sur le continent européen aussi, cette idée que le droit est essentiellement jurisprudentiel et qui fait du juge cet opérateur réflexif par lequel on adapte fondamentalement la moralité institutionnelle à ce que Ricoeur appelait les injonctions du réel historique. Or, nous, François et moi, nous avons posé une autre type de question. Et je crois que cette question-là nous a habités durant tous nos travaux, qui est la question d'une meilleure compréhension de l'opération normative. C'est quoi une norme? C'est quoi une norme effective? C'est quoi cette opération d'obéissance à la loi? Et nous avions 2 hypothèses, me semble-t-il. La première, c'est de dire, au fond, il y a dans la compréhension habituelle des juristes, mais aussi relayée par la majorité des théoriciens du droit, une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'opération normative. Et que si on avait une meilleure compréhension de l'opération normative, ça conduirait à faire fonctionner le droit autrement. Ça, c'est ce que nous croyons à l'époque.
Et nous avions une deuxième intuition, une deuxième hypothèse quasi méthodologique, qui était de considérer que dans une certaine mesure, le savoir analytique, de la psychanalyse, nous permettrait d'élucider ce qu'il en était de cette opération normative. Non pas pour critiquer, mais plus fondamentalement pour essayer de comprendre c'est quoi cette opération constitutive d'un lien social. Parce que c'est ça l'obéissance à la loi. C'est ce qui permet à une société de faire un. Et je voudrais reprendre un tout petit peu cette intuition pour essayer de montrer que cette double intuition que nous avions, aussi bien pour François, me semble-t-il, que pour moi, nous continuons à la croire, même si, par évidence, la psychanalyse nous paraît d'autant plus intéressante qu'elle est éclairée par des instruments proprement philosophiques. Ce que malheureusement beaucoup de psychanalystes ne font pas. Et je voudrais, dans les quelques minutes qui me sont imparties, prendre, pour éclairer cette dimension-là, un débat qu'un remarquable philosophe, je trouve, qui m'a appris à bien lire des textes, Étienne Balibar. Qu'Étienne Balibar, à la fin des années 2007-2008, si mes souvenirs sont bons, a relevé, qui est un débat entre Freud et Kelsen. Et ce débat entre Freud et Kelsen est d'autant plus intéressant qu'il permet, en quelque sorte, à la fois de montrer la fécondité de l'intuition que François et moi nous avions sur l'apport, l'éclairage particulier que la psychanalyse permettrait de mettre, de donner pour comprendre cette opération constitutive de la normativité de la norme, mais aussi, ce débat, mais aussi, il permet d'éclairer non seulement la fécondité, mais aussi peut-être l'insuffisance de la manière dont, dans notre thèse, nous avions conçu l'opération normative. Et en quoi, précisément, la chose est incomparablement peut-être plus complexe que nous ne le croyons, et que Freud, de ce point de vue-là, nous donne un certain nombre d'éclairages, quelles que soient les limites de la théorie analytique, aussi bien freudienne que lacanienne, sur les conclusions sur lesquelles elle débouche. Et ce débat, il se passe en 1921. Kelsen et Freud passent des vacances ensemble, entre Innsbruck et Munich. Et c'est le moment où Freud écrit un texte extrêmement intéressant, qui est Psychologie des masses ou Psychologie des foules, peu importe la traduction qu'on lui donne, et analyse du droit. Et il écrit ça pendant ses vacances, un peu comme François à Mont, paraît-il. Et Kelsen participe effectivement donc à cette élaboration, puisqu'ils passent ses vacances ensemble. Et pendant l'automne 21, Freud présente dans son séminaire privé ce texte 21, sur Psychologie des masses, et Kelsen écrit un texte qui donnera lieu à une publication en 22 sur le concept sociologique et juridique d'État, où il critique fondamentalement la manière dont Freud aborde le problème. Et l'hypothèse de Balibar, qui est féconde et intéressante, c'est de dire que la réponse que Freud va donner à cette critique, où il assume en partie cette critique, va donner naissance à un concept fondamental qui pour nous est extrêmement éclairant parce qu'il nous oblige à réinterroger précisément la manière dont, dans notre thèse, nous avions cru pouvoir trouver appui chez Pierre Legendre pour penser l'opération normative. Alors, quelle était la thèse de Freud dans Psychologie des masses? La thèse est extrêmement simple à comprendre, et beaucoup d'entre vous, je suppose, la connaissent. C'est celle que reprend fondamentalement Pierre Legendre, qu'on pourrait dire être le premier Freud, qui est de dire, au fond, il conteste la manière dont les psychologues de l'époque, Le Bon essentiellement et McDougall, abordent la question des foules, de cet effet des masses qui fait que les individus perdent leur esprit critique. Et il dit, ce n'est pas que la description phénoménologique donnée par Le Bon ou McDougall est inexacte, elle est correcte, mais ce qu'il ne pense pas, c'est les conditions de possibilité de cette suggestibilité des individus qui ainsi abandonnent leur esprit critique
au profit d'une identification avec le leader. Et il dit, pour comprendre pourquoi et comment on peut expliquer cette suggestibilité, il faut faire référence à la théorie de l'identification. C'est-à-dire, fondamentalement, il dit, c'est même au-delà des masses et des effets de foule, toute institution repose nécessairement dans sa capacité à faire lien sur le fait que l'ensemble des individus investissent sur un objet commun d'amour auquel ils s'identifient. Et il dit cette relation d'identification est fondamentale, elle s'éclaire à la lumière de la théorie de l'Édipe. Tout comme dans l'Oedipe, en quelque sorte, si je prends l'Oedipe masculin, dit Freud, la relation d'objet sur l'objet maternel se trouve annihilée, en quelque sorte, dépassée par l'identification à la figure paternelle. Et il dit cette relation d'identification introduit une dichotomie au sein de chaque sujet entre le moi et l'idéal du moi. Avec cette idée extrêmement intéressante qu'il développe, et que nous avons reprise dans notre thèse, qui consiste à dire cette relation d'identification a un double effet. Elle a un premier effet qui est de rendre possible le lien social, de faire un dans le groupe. C'est la fameuse société des frères, si vous voulez, parce que l'introjection de cette instance de l'idéal du moi par effet de l'identification sur cet objet d'amour crée un sentiment de similitude entre l'ensemble des individus. Et second effet, ça crée cette relation d'obéissance, c'est-à-dire cette relation d'assujettissement à l'idéal du moi, qui rend possible précisément cet effet d'assimilation. Kelsen critique cette théorie. Et il critique cette théorie en disant, au fond, Freud a correctement adressé une critique à Le Bon et à McDougall, mais c'est une critique qu'on peut lui retourner. En quelque sorte, il joue Kant contre Freud, en disant, Freud a bien compris qu'il y avait des conditions de possibilité de la suggestibilité que la psychologie dominante n'avait pas prises en compte, et d'où cette théorie de l'identification. Mais dans le même moment, il dit, Freud ne respecte pas sa propre exigence épistémologique, parce que d'où viendrait-il, vous connaissez, enfin, ceux qui connaissent un peu Kelsen le savent, d'où viendrait-il que l'on puisse parler d'un objet extérieur à la normativité juridique pour comprendre le droit? Le concept d'État est lui-même un concept juridique. Et il joue Kant contre Freud, en disant, il n'y a pas de sujet qui soit extérieur au droit pour nous permettre de comprendre le fondement de la validité. Et donc, il adresse une très correcte critique épistémologique à Freud, qui est de dire qu'il faut internaliser les conditions de production normative. Une opération d'internalisation. Et donc, cette idée kelsenienne qu'a tort critique trop facilement, et que nous avons peut-être un peu rapidement critiqué nous-mêmes dans notre thèse, qui est cette idée de la toute-puissance de la normativité juridique. La toute-puissance de la normativité juridique, qui reprend en quelque sorte la toute-puissance de la figure paternelle du premier Freud, ça consiste simplement à dire rien n'échappe au langage juridique. Rien n'y échappe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une approche sociologique possible du concept d'État. Ça veut dire que si vous voulez comprendre l'opération normative et les conditions de production normative, il faut rester, il faut prendre en compte que c'est le fondement, les conditions de production normative sont internes à la pratique normative elle-même. Quelle que soit par ailleurs la critique après qu'on peut faire de la réponse en termes de groupe normes ou en termes de théorie des fictions empruntée à Wenger, que Kelsen fait, peu importe, ce n'est pas l'enjeu ici. Quelle va être la réaction de Freud? Quelle va être la réaction à cette critique? Il va dire que cette critique est exacte, mais en même temps, la réponse kelsenienne est inadéquate. Et il va redéfinir sa théorie de l'idéal du moi. Il va la redéfinir en termes de surmoi. Et qu'est-ce que c'est que le surmoi? C'est la seconde topique freudienne. La seconde topique freudienne qui va avoir des conséquences extrêmement importantes pour comprendre à la fois les limites de la psychanalyse, mais aussi ce qu'il en est du problème du droit ou du problème du politique. Parce que l'instance du surmoi
il va reprendre cette idée de la toute-puissance, interne à la normativité elle-même, c'est-à-dire à l'opération de l'Oedipe. Mais ce qu'il va dire, et qui n'est absolument plus kelsènien, c'est que précisément cette toute-puissance de la normativité, du résultat, si vous voulez, de l'opération oedipienne, c'est une instance qui doit être interprétée en termes d'impératif catégorique. Ça, c'est l'idée de toute puissance. Il n'y a que l'obligatoriété de la règle qui nous permet de comprendre ce qu'il en est de la normativité juridique, dit Kelsen. C'est la même chose chez Freud. C'est un impératif catégorique, mais en même temps, cette toute puissance, elle est infernale. Et elle a une structure tout à fait spécifique. Et là, c'est la clinique analytique qui nous l'enseigne aussi tous les jours. C'est la culpabilité. La culpabilité est au cœur même de l'opération d'obéissance. Avec cette caractéristique qui n'a plus rien à voir alors avec l'image kelsenienne, c'est que l'obligation est en même temps culpabilité. Le respect de l'obligation génère de la culpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement? Et là maintenant, je reste dans le geste freudien qui ne concerne plus, en partir de 1923, donc dans ce nouveau texte, si vous voulez, le moi et le ça, de ce texte de 23, on n'est plus au niveau de l'institution collective. Mais toujours dans la tête de Freud, il faut bien le savoir, ce qu'il avait posé en 21, il dit, c'est la même chose qui se passe pour l'émergence d'une subjectivité individuelle que celle qui se passe pour l'émergence d'une subjectivité collective. Cette présupposé qu'on passe trop souvent sous silence chez Freud est fondamental. Et la manière dont il va rédiger en 1923 le problème avec la théorie du surmoi doit nous éclairer sur ce qu'il en est de la condition de possibilité de construction d'une unité sociale. Cette fameuse unité qui aujourd'hui se perd. Et le surmoi, ce qui est intéressant dans ce problème de la culpabilité, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Ça veut dire que l'opération de sortie de l'Oedipe rate toujours. L'enseignement clinique que Freud essaye de penser et qui est au cœur de sa seconde topie, c'est de dire qu'au fond, fondamentalement, le processus thérapeutique rate, ou que l'opération d'obéissance à la loi rate, que l'introjection de cette instance de l'idéal du moi dans le sujet, pour ça qu'il change de nom, l'idéal de moi devient un surmoi. C'est en définitive, c'est malheureusement un peu plus technique en termes analytiques, c'est que la relation d'objet avec la mère se rejoue dans la relation avec le père. Et qu'on n'est plus simplement dans une relation d'identification, mais qu'on est toujours dans un investissement d'objet. Et donc, pour employer un langage lacanien, il y a toujours de la jouissance que ne parvient pas à se dissoudre. Et donc l'opération rate. Elle rate au sens où le symptôme n'arrête pas de se répéter. Et ça, c'est encore beaucoup plus clair dans le texte 25 sur inhibition, où vous avez cette idée fondamentale qu'effectivement, Freud dit, mais il faut reconnaître que mon dispositif thérapeutique, la croyance qu'un sujet autonome, pour employer un langage qui n'est plus analytique, qu'un sujet autonome peut émerger par l'intermédiaire de l'assomption du père symbolique, de l'assomption de cette opération de castration symbolique qu'est l'Oedipe, ça ne fonctionne pas. Au moment où vous sortez de l'Oedipe, l'opération oedipienne en tant que telle est une opération qui ne parvient pas à dissoudre ce nœud de jouissance, ce rapport à la croyance qu'un objet peut venir combler le manque. C'est ça la relation à la mère. Et que cette dimension-là, elle est nécessairement consubstantielle de toute anthropologie. Je ne m'appesantis pas plus sur ce problème qui est plus lié à la nature analytique, si ce n'est qu'effectivement, à la fin du travail de Freud, tout comme à la fin du travail de Lacan, à partir de 67, vous avez le même problème chez Lacan, qui pourtant avait dit « terminons avec l'opération oedipienne ». 57, ça ne fonctionne pas, c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Le grand autre n'existe pas, disait. Et à partir de 67, il dit « ma croyance que par le processus symbolique de la cure, je peux dissoudre le symptôme, et donc la plainte des sujets qui arrivent chez moi va pouvoir être rencontrée, et qu'on va pouvoir créer les conditions d'un rapport au désir qui soit tout à fait épuré du rapport à la jouissance, ça ne va pas aider.
Ça ne fonctionne pas. Donc, je dois apprendre à faire avec mon symptôme. Mais donc, il y a un échec. Il fonctionne. En quoi c'est éclairant maintenant pour le politique et pour le droit, pour comprendre cette opération constitutive? Et en quoi, à la fois, ça montre la fécondité de gestes que nous avions tenté de poser dans notre thèse, mais en même temps, ça nous oblige aussi à le redéfinir. À le redéfinir pourquoi? Mais parce qu'effectivement, le genre sur lequel nous nous appuyons, nous avions commis l'erreur de ne pas nous appuyer sur Freud lui-même, ce groupe même, on s'est appuyé sur le genre qui se limite au premier Freud, au texte de 21, et sans prendre en compte à la fois la critique épistémologique que lui adresse Kelsen et la tentative de réponse qui est de reprendre en compte cet élément d'obligatoriété, mais en même temps d'une obligatoriété qui ne permet pas au sujet de s'affranchir de sa dépendance pernicieuse aux croyances imaginaires qui le pervertissent. Et au niveau du politique, ça montre quoi? Ça montre qu'aucun dispositif formel ne permet par lui-même de garantir l'unité du social. Et il n'y a pas de possibilité de société des frères. Précisément, la seconde topique freudienne dit la création, l'émergence d'une société des frères, c'est-à-dire de cette possibilité d'assimilation entre les individus, d'en faire des sujets autonomes, capables de contribuer à la construction du lien social, mais d'assumer aussi en quelque sorte la limite qu'implique le rapport à l'altérité ou l'acceptation du rapport à l'altérité, ça foire toujours. Et donc il n'y a aucun dispositif formel du type instance de la métaphore paternelle, instauration d'une autorité extérieure, aucun dispositif qui doit nous permettre de garantir cette constructibilité du social. D'où un message pessimiste. Je ne rentre pas ici sur ce qui me paraît être l'erreur de Freud dans ce constat pessimiste, c'est-à-dire dans l'approche de quelle serait l'opération constitutive d'un rapport à la normativité qui nous permettrait de nous affranchir de ce rapport à la jouissance, pour envoyer le langage lacanien. C'est un enjeu absolument majeur, mais je le laisse évidemment ici de côté. Par contre, déjà le message freudien oblige peut-être à remettre en cause ce qui aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, fait Flores, cette approche legal process ou dworkinienne, tout ce que vous voulez, qui fait du juge cet opérateur réflexif permettant d'assurer progressivement, dans la perspective d'un horizon à jamais inatteignable, une approche herméneutique du droit, si vous voulez, qui me paraît, de ce point de vue-là, extrêmement problématique, mais aussi peut-être, quelles que soient les croyances habermasiennes qui à un certain moment m'ont animé, l'erreur d'Habermas, qui est de supposer donner la culture qui rend possible la construction ou l'acceptation de la limite qui implique la logique de l'argumentation. Le modèle délibératif ou participatif présuppose un sujet qui a déjà la culture de l'argumentation. Le message freudien, c'est en ce sens-là qu'il est philosophiquement important, c'est qu'effectivement, l'opération constitutive d'une subjectivité qui rend possible précisément la construction d'un rapport de médiation possible, éventuellement encadré par la logique de l'argumentation, peu importe ici la pragmatique communicationnelle de Habermas, cette opération-là, elle rate toujours. En tout cas, la manière de concevoir l'opération constitutive en termes de référence à un idéal du moi ne permet pas de créer les conditions de cet espace démocratique ou unitaire que nous visons tous. Voilà. C'était un petit débat pour éclairer une intuition que François et moi nous avions partagée et qui à la fois montre le chemin, peut-être sans doute toujours à reprendre, d'une meilleure compréhension de cette opération normative et ce déplacement par rapport aux philosophies spontanées des juristes. Merci.